À moins d'une semaine de la présidentielle en République démocratique du Congo, la CENI a indiqué que du matériel électoral en provenance d'Afrique du Sud était en cours d'acheminement. Conflit éleveurs-agriculteurs au Nigeria, Amnesty International dévoile un rapport intitulé « Récolter les morts » et exhorte le gouvernement à prendre le contrôle de la situation. Et puis, à l'issue d'une rencontre avec son homologue français, le président burkinabé a souligné l'urgence de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par la République démocratique du Congo où une vaccination anti-Ebola a commencé dans la grande ville de Goma. Cette campagne de vaccination est spécifiquement destinée au personnel de santé en première ligne pour contenir l'épidémie qui sévit dans l'est du pays. Il faut dire qu'aucun cas confirmé n'a encore été enregistré dans cette localité, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Au total, 207 personnes ont déjà été vaccinées dans le chef-lieu du Nord Kivu, où aucun cas confirmé n'a été enregistré selon le ministère congolais de la Santé. 3 personnes ayant été en contact avec un cas confirmé à Beni ont été testées négatives à Goma la semaine dernière. Cette vaccination des prestataires de première ligne dans la zone de santé de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été lancée vendredi dernier. Depuis le début de la vaccination le 8 août dans l'est de la République démocratique du Congo, 47 592 personnes ont été vaccinées selon le ministère de la Santé. Le ministre congolais de la Santé, le Dr Oli Ilunga, qui salue cette campagne de vaccination, estime qu'on serait déjà à des dizaines de milliers de victimes et de morts si elle n'avait pas existé. La 10e épidémie d'Ebola a été déclarée le 1er août dans la région de Beni, avant de toucher aussi la province voisine de l'Ituri. Cette épidémie qui a déjà fait 313 morts est la plus grave, la plus lourde et la plus complexe, selon le ministre congolais de l'Intérieur Henri Mova, qui l'a fait savoir à l'issue d'une réunion avec le président Joseph Kabila sur la préparation des élections prévues dimanche. Du matériel électoral en provenance d'Afrique du Sud est en cours d'acheminement vers la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué ce lundi la commission électorale. À moins d'une semaine des élections en République démocratique du Congo, la commission électorale a indiqué ce lundi que du matériel électoral en provenance d'Afrique du Sud est en cours d'acheminement dans les 22 000 centres de vote et 80 000 bureaux de vote. Selon les membres de la CENI, le président Corneille Nangaa séjourne à Johannesburg pour superviser le convoi des diverses fiches. Il n'y aura aucun retard. Il s'agit de matériel sensible. Le calendrier avait prévu cette activité pendant cette période. Il s'agit des fiches pour la rédaction des procès-verbaux et des fiches de dépouillement, a déclaré un porte-parole de la Commission nationale indépendante, Jean-Baptiste Itipo. Fin octobre, la Commission électorale nationale indépendante a indiqué avoir reçu de l'armée congolaise 150 véhicules de transport tout-terrain et une dizaine d'avions afin de faire face aux défis logistiques. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre prochain et l'enjeu consiste à désigner le successeur du président Joseph Kabila. Précisons que les autorités ont refusé toute assistance des partenaires étrangers traditionnels, y compris de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall se sont associés dans leur combat pour participer à la présidentielle de février prochain. C'est donc ensemble que les partisans de Karim Wade et de Khalifa Sall ont déposé ce lundi leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Mais leur déboire judiciaire pourrait les bloquer dans cette course à la présidentielle. Le premier est en exil et le second, en prison, accuse le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour empêcher leur participation au scrutin. Récolter les morts, c'est l'intitulé d'un rapport d'Amnesty International sur le conflit entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria. Les statistiques sont alarmantes. Amnesty exhorte le gouvernement nigérian à prendre le contrôle de la situation. Les révélations de l'ONG de défense des droits de l'homme sont assez graves.
Plus de 3600 personnes ont été tuées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria depuis 2016. 2000 personnes ont été tuées cette année seulement et des milliers d'autres ont dû quitter leur foyer. Amnesty International accuse le gouvernement de ne pas avoir puni les auteurs de ces violences. Le rapport d'aujourd'hui, Récolter les morts, montre que les conflits entre éleveurs et agriculteurs durent depuis très longtemps et non pas seulement depuis aujourd'hui. Et que les causes sous-jacentes de ces conflits sont complexes et multiples, allant des changements climatiques à l'absence de justice, en passant par l'impunité et le manque d'allocation de ressources, qu'il s'agisse des terres, de l'eau, de l'accès aux moyens de subsistance ou des opportunités économiques. Nous demandons au gouvernement nigérian d'ouvrir immédiatement une enquête indépendante, efficace et impartiale sur toutes les violations des droits de l'homme et tous les abus commis par des acteurs étatiques ou non étatiques pendant les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les résultats de ces enquêtes doivent être rendus publics et, lorsqu'il y a suffisamment de preuves recevables, les responsables doivent être poursuivis dans des procès équitables. La situation sécuritaire est particulièrement préoccupante au Nigeria, alors que le président Muhammadu Buhari est en lice pour sa propre succession lors des élections générales prévues en février. Encore une attaque de Boko Haram au Nigeria. 4 fermiers ont été abattus et leurs corps brûlés. Le groupe djihadiste a intensifié les attaques contre les agriculteurs et les bûcherons ces derniers mois. Il les accuse de transmettre des informations aux militaires. Les habitants d'un village agricole situé à l'extérieur de la ville nigériane de Maiduguri inspectent les dégâts causés par une attaque de Boko Haram. En effet, les insurgés ont envahi dimanche les rizières du village de Zabar-Mari, à 10 km de Maiduguri. Ils y ont abattu 4 personnes qui protégeaient les récoltes de potentiels voleurs. Ils ont retrouvé les victimes dans la brousse, les ont tués à coups de feu et ont brûlé leurs corps. Ils sont aussi allés dans une rizière et y ont mis le feu. Ils ont tout réduit en cendres. Du riz, du mil et du maïs de Guinée, sérieusement, c'est ce qu'ils étaient là pour détruire cette fois-ci. Et les agresseurs ont principalement ciblé et tué des agriculteurs. Nous demandons au gouvernement d'intervenir et de nous aider parce que nous avons de sérieux problèmes. Nous avons peur depuis plus de 5 mois maintenant. Presque chaque semaine, nous perdons des proches. Nous ne pouvons sûrement pas arrêter l'agriculture parce que c'est le seul moyen de survie que nous avons. Les corps des fermiers tués ont été retrouvés dimanche avec l'aide d'une milice locale qui combat aux côtés de l'armée nigériane. Je l'annonçais en titre, signature d'un accord axé sur la sécurité, le transport et l'assainissement de l'eau entre le Burkina Faso et la France. Cette dernière s'est engagée à livrer en 2019 au Burkina des moyens roulants pour renforcer ses forces armées dans leur lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Le président burkinabé a signé cet accord après un tête-à-tête avec la ministre française de la Défense. Roch Marc Christian Caboret a souligné l'urgence de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Il a ensuite rencontré le président Emmanuel Macron qui a assuré que la France resterait engagée au Sahel jusqu'à ce que la victoire soit complète contre les djihadistes. Je le dis très profondément, ce terrorisme islamiste frappe au cœur les pays du Sahel, mais nous a également touchés. Et c'est une cause commune dans laquelle nous sommes aujourd'hui profondément engagés. Je m'étais également engagé auprès de vous, cher Président, en novembre dernier, à transmettre à la justice burkinabé les archives françaises relatives à l'assassinat du président Sankara. C'est désormais chose faite et l'ensemble des documents qui avaient été demandés par les magistrats burkinabés leur ont été remis par leurs homologues français. L'ensemble de cette lutte contre le terrorisme est tellement urgent parce qu'aujourd'hui, nous avons près de 600 écoles qui sont fermées entre l'Est, le Sahel et le nord du Burkina Faso. C'est quand même quelque chose qui sont des chiffres qui en disent long
et qui nécessite donc que nous puissions coordonner déjà nos opérations entre pays, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso, pour pouvoir réduire, je dirais, la circulation de ce monde-là sur nos frontières. La situation sécuritaire au Burkina Faso de plus en plus inquiétante. Les questions y ayant trait ont dominé l'entretien entre les deux présidents. Le Burkina doit prendre en février la présidence tournante pour 1 an du G5 Sahel. Le Brexit confronté à de plus en plus de difficultés. Theresa May n'est pas partante pour un second référendum et pourtant, les appels dans ce sens se multiplient au Royaume-Uni. Un second référendum sur le Brexit est perçu comme une possible solution à l'impasse politique découlant de l'hostilité envers l'accord de divorce conclu avec Bruxelles. Mais Theresa May a sèchement rejeté lundi cette idée. Je peux confirmer aujourd'hui que nous avons l'intention de reprendre le débat sur le vote dans la semaine qui commence le 7 janvier et de tenir le vote dans la semaine suivante. Ne rompons pas avec le peuple britannique en essayant d'organiser un autre référendum, un autre vote qui porterait irrémédiablement atteinte à l'intégrité de notre politique parce qu'il dirait à des millions de personnes qui font confiance à la démocratie que notre démocratie ne tient pas à ses promesses. Face à la situation, le chef de l'opposition britannique, Jeremy Corbyn, annonce son intention de déposer une motion de défiance contre la première ministre, Theresa May. Comme la seule façon de m'assurer qu'un vote aura lieu cette semaine, je suis sur le point de déposer une motion intitulée « Cette Chambre n'a aucune confiance en la première ministre ». Parce qu'elle n'a pas permis à la Chambre des communes de voter immédiatement sur l'accord de retrait et le cadre pour les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce rapport sera déposé immédiatement. C'est au gouvernement que revient la décision de permettre l'organisation d'un débat et d'un vote sur une telle motion. Si celle-ci devait être adoptée, elle ne serait pas juridiquement contraignante pour Theresa May, mais révélerait une fois de plus la faiblesse de sa position. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bienvenue dans la revue de presse Afrique sur Sika. Le tour de l'actualité africaine nous mènera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et bien évidemment au Togo. Et justement, parlant du Togo, les législatives, c'est dans 2 jours. Mais certains ont déjà commencé à voter. Togo Matin de titrer « Législative du 20 décembre, nous y sommes, les forces de sécurité et de défense ouvrent le banc électoral aujourd'hui ». Autre titre à découvrir toujours sur Togo Matin, élection législative, que chacun assume son choix et respecte celui des autres. Au Cameroun, on continue de tirer les conclusions de l'annonce du chef de l'État de faire libérer plus de 200 personnes arrêtées en lien avec la crise anglophone. Le quotidien L'Épervier affiche en manchette « Abandon de charge contre 289 détenus, un geste salutaire de Paul Biya ». Le journal Matila parle aussi de la crise anglophone et titre « Zone de conflit, un désarmement bienvenu ». Autre titre à la une de Matila, élection à la FECAFOOT, on n'est pas toujours sorti de l'auberge. En Côte d'Ivoire, activités présidentielles et politiques sont à retrouver en une de Fraternité Matin qui affiche en manchette pour dire non à la rupture avec le RHDP, des cadres PDCI, RDA créent un mouvement. Un autre titre, toujours avec le même quotidien, régional et municipal, Moulo et Emou triomphent, Ezalé et Siandou Fofana tombent, tous les résultats proclamés par la CEI. Le quotidien L'Intelligent parle de la rencontre à Daoukro hier, Bédié Souro, des futurs regrets comme avec Bédié Ouattara, interdit. L'Intelligent parle également de la cacophonie à la CAF. La Fédération ivoirienne de football a garanti les droits de la Côte d'Ivoire sur la CAN 2021. Cafouillage grave dans le football africain, Ahmad doit démissionner. Au Sénégal, on annonce les retombées de l'opération de charme du président Macky Sall. En France, le témoin d'afficher 8e groupe consultatif,
le Sénégal casse la banque à Paris. Le contenu de cette banque est à retrouver avec l'AS. Plus de 7 000 milliards de promesses de financement au groupe consultatif Belle Moisson du Sénégal à Paris. Autre titre avec l'AS pour finir, présidentielle de 2019, Khalifa et Karim déposent leur candidature et mettent la pression sur le Conseil constitutionnel. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse. Merci et à demain. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.